La semaine que nous avons choisi d'analyser, c'est l'intronisation d'Alain Finkielkraut à l'Académie française. Jeudi, côté communication, il garde sa posture de victime des médias. Laetitia, est-ce que c'est une bonne stratégie ? À votre avis? Non, c'est une mauvaise stratégie parce qu'il se pose en bouc émissaire d'un système auquel il participe quand même beaucoup. Par exemple, dans le dernier Vanity Fair, 11 pages, encore une double page dans Le Monde cette semaine. Donc je vais vous expliquer pourquoi cette posture est contre-productive. Mais avant cela, regardons les images, comment les médias ont traité son arrivée sous la coupole. Le philosophe a rejoint tout à l'heure l'Académie française. Alain Finkielkraut devient immortel. C'est une personnalité clivante, qualifiée régulièrement de néo-réac. Le philosophe cathodique qui ne fait pas l'unanimité chez les mortels s'est installé à 15h dans le fauteuil numéro 21 de l'Académie française. Le philosophe cathodique, c'est tout le paradoxe en fait de Finkielkraut qui est à la fois décrié mais invité partout. Lui, son credo, c'est quoi? C'est de dire je suis le bouc émissaire d'une presse bien pensante, de la presse de gauche, on va dire. Et c'est un message qu'il répète partout. Ma tête est mise à prix sur tous les murs de la ville, par Libération et dans toute la presse pigasse. Il m'insulte et il me couse sur la poitrine la lettre écarlate, le R de réaction et même de racisme. Je suis disqualifié, je suis cloué au pilori. Pourquoi cette haine ? Pourquoi cette haine? En fait, ça remonte à peu près il y a 10 ans. Tout est parti d'une interview que le philosophe avait donnée à Haaretz, un journal israélien. C'était en 2005. Et une partie avait été retranscrite dans Le Monde. Parmi les citations qui ont fait polémique, il y a celle-là. On voudrait bien réduire les émeutes des banlieues à leur dimension sociale, y voir une révolte des jeunes contre la discrimination et le chômage. Le problème est que la plupart sont noirs ou arabes et avec une identité musulmane. Bon, je précise que le philosophe ensuite a dit qu'il n'avait pas relu cette interview et qu'il ne donnerait plus d'interview dont il ne peut pas contrôler le destin et la traduction. Enfin, reste qu'il ne s'est pas radouci avec les années. Il a fait une petite traversée du désert, il a été malade, mais quand il est revenu, il avait quand même musclé encore plus son discours sur l'islam, sur l'école et sur l'identité nationale. Du coup, on lui a collé, c'est vrai, l'étiquette de néo-réac. On voit quelques unes là. Et c'est vrai que Finkielkraut, dans les médias, c'est maintenant un peu devenu la figure du néo-réac. Ouais, ça, c'était dans la presse magazine. Quelle stratégie il adopte à ce moment-là? Si on regarde sa stratégie médiatique, il y a une double erreur. Pourquoi? Parce qu'il multiplie les apparitions télé et médiatiques. On l'a vu partout. Depuis octobre, on a compté 24 apparitions. En même temps, il avait un bouquin à vendre, donc ça se comprend. Mais quand à la fois on dit « je suis victime du système », etc., ça donne un mauvais signal, comme nous l'explique notre premier décrypteur, Benoît Thiolin. Ce qui est assez curieux, en fait, c'est que ça ressemble davantage à une stratégie de communication politique. Dans l'échiquier politique français, quel est le parti politique et quelles sont les personnalités politiques qui, depuis déjà longtemps, tirent sur la posture de la victimisation? Le Front National et le clan Le Pen. Et donc c'est un peu troublant. C'est pas pour dire que de ce fait, il y a un amalgame à faire entre les deux, mais c'est quand même troublant de la part d'un intellectuel, d'un philosophe, que de se glisser au fond dans les pas et les traces d'hommes politiques, et en plus, plutôt à l'extrême droite. Et la deuxième erreur d'Alain Finkielkraut, c'est qu'il accepte finalement de jouer le rôle du réactionnaire acariâtre. Oui, il ne peut pas s'en empêcher. Non, il n'y arrive pas. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il participe au spectacle qu'il a dénoncé dans les années 80. Et ça donne ça. Eh bien, ce discours... Laissez-vous. Non, Abdel Raouf Dafri. On a du mal à garder son sérieux. Voilà, c'est un de ses coups de gueule les plus célèbres. Mais alors du coup, les journalistes sont en attente. Écoutez bien. Regardez comment David Pujadas a ouvert des paroles et des actes la semaine dernière où Alain Finkielkraut était face à David Cohn-Bendit. Daniel. Vous vous connaissez, je crois. Vous vous connaissez. Vous vous respectez? Oui, bien sûr. Évidemment. Vous vous respectez, évidemment. Ah non, on aurait adoré qu'ils se détestent et qu'ils s'invectivent parce que c'est ce qu'il engendre. Oui, ou alors j'espère que vous allez vous respecter. On peut le lire comme ça aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est devenu un polémiste qu'on invite pour le clash. Et la meilleure preuve, c'est qu'en fait, il est sur les réseaux sociaux, il est partout. C'est devenu un des sujets centraux alors qu'il n'a ni téléphone portable et qu'il ne connaît rien à Internet. Il est devenu une figure incontournable aujourd'hui des débats, des affrontements entre tweetos. Cette stratégie du clash qu'adorent les médias sociaux
est probablement très efficace en termes de notoriété. On n'a jamais autant parlé de lui que depuis que les médias sociaux existent. C'est probablement efficace en termes de vente d'ouvrages. Avec son entrée à l'Académie française, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va garder ce rôle d'éditorialiste qui commente tout et n'importe quoi à chaud dans les médias, ou est-ce qu'il va retrouver sa position de sage philosophe ?